Le 14 octobre 2012, au-dessus du désert du Nouveau-Mexique, l'Autrichien Felix Baumgartner a réalisé l'un des exploits techniques et humains les plus spectaculaires de l'histoire de l'aéronautique. Il s'est élancé depuis la stratosphère, suspendu sous un immense ballon à hélium, avant de revenir sur Terre en parachute. L'objectif n'était pas seulement de battre un record, mais aussi de recueillir des données utiles pour les futures combinaisons pressurisées et les procédures d'évacuation à très haute altitude. Les chiffres donnent le vertige. L'altitude du saut était de 39 000 mètres, 39 km. L'altitude de chute libre était de 36 000 mètres. La vitesse maximale atteinte a été de 1357,6 km/h, ce qui donne un Mach à environ 1,25. Le temps de chute libre a été de 4 minutes 20 secondes. La durée totale jusqu'à l'atterrissage a duré environ 9 minutes. À 39 km en hauteur, l'atmosphère est extrêmement ténue. La pression ne représente qu'environ 1% de celle du niveau de la mer. Sans combinaison pressurisée, un être humain perdrait connaissance en quelques secondes. Autre conséquence importante, l'air étant très peu dense, il y a très peu de frottement. Au début de la chute, la gravité accélère Baumgartner presque comme dans le vide. C'est précisément ce qui lui a permis de franchir le mur du son sans moteur. Le passage du mur du son est probablement l'aspect le plus célèbre du saut, car habituellement ce sont les avions de chasse qui le traversent. Mais ici, c'est un homme seul avec ses deux petits bras et ses deux petites jambes qui l'a franchi. More or less, just a change in me, something in my liberty. Oh, my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my favor growing. I know just where I am. But Environ 40 secondes après avoir quitté la capsule, il atteint Mach 1,25. Il reste supersonique pendant une trentaine de secondes avant que l'atmosphère, plus dense, ne le ralentisse progressivement. with fire in my hand. Happiness, something in my own place. I'm standing naked, smiling to fit no disgrace. Au vu des conditions de l'atmosphère terrestre, on peut découper le saut en deux régimes physiques. En très haute altitude, la chute ressemble à celle imaginée par Galilée dans le vide. L'accélération est proche de la gravitation. Les frottements sont faibles. Mais en altitude plus basse, les frottements augmentent rapidement. Une force aérodynamique s'oppose au poids. La vitesse cesse d'augmenter puis diminue. Autrement dit, Baumgartner commence par suivre presque parfaitement la mécanique de Galilée, puis il entre progressivement dans un régime où les forces de Newton, c'est-à-dire le poids plus la traînée de l'air, déterminent toute l'évolution de sa vitesse. Cette expérience est une illustration spectaculaire de la transition entre la chute idéale enseignée en physique et la chute réelle dans une atmosphère. Voici une manière élégante d'obtenir la vitesse d'un corps en chute libre. La vitesse est la variation de la position en fonction de la variation du temps.
V est égal à dx sur dt. La position d'un corps en chute libre s'appelle la hauteur, petit h. L'intégration de la vitesse est donnée par la formule petit h, en fonction du temps, est égal à l'intégrale au temps 0 jusqu'au temps t de l'accélération g multipliée par le temps t en fonction de la variation du temps. Et ceci donne 1/2 de l'accélération multipliée par le temps au carré. La dérivée de 1/2 de l'accélération multipliée par le temps au carré est une accélération multipliée par un temps. La vitesse est donc la dérivée de la hauteur en fonction du temps. Ce qui convient bien au fait que multiplier une accélération par un temps donne une vitesse. Donc, V est égal à gt. En combinant la formule de la hauteur qui est égale à 1/2 de l'accélération par un temps au carré et la vitesse qui est égale à l'accélération par un temps, on peut éliminer directement le temps, car alors le temps est égal à l'accélération divisée par la vitesse. Donc la hauteur est égale à 1/2 de l'accélération multipliée par le rapport de l'accélération et la vitesse au carré. Il vient que la hauteur est égale à 1/2 de l'accélération multipliée par le rapport accélération au carré sur vitesse au carré. D'où l'on tire que la vitesse au carré est égale à la hauteur multipliée par 2 fois l'accélération au carré divisé par l'accélération. Donc 2 fois l'accélération multipliée par la hauteur. Et donc la vitesse est égale à la racine carrée de 2 fois l'accélération multipliée par la hauteur. La masse ne joue aucun rôle ici. Avec Newton, nous savons que la force est égale à la masse multipliée par la gravitation G, et que la force, en règle générale, est égale à une masse multipliée par une accélération. Donc, une masse multipliée par une accélération étant égale à une masse multipliée par la gravitation, la masse s'élimine, l'accélération est égale à la gravitation. Vidéo 06C, vidéo récréative. Dans la vidéo précédente, le langage du mouvement, nous avons volontairement laissé une question en suspens. À 24 minutes, 1 seconde exactement. Vous avez eu le temps d'y répondre. Et vous avez vu juste. Dans la célèbre équation d'Einstein E égale mc2, le facteur 1/2 disparaît. Car l'énergie donnée dans cette équation est l'énergie d'un corps au repos. C'est une énergie de potentialité, une énergie potentielle. C'est l'énergie d'une masse qui n'est soumise à aucune variation. Dixit Newton. À aucun champ, ni électromagnétique, ni terrestre, gravitationnel. Et, comme j'en suis sûr, vous avez compris le langage du mouvement, vous avez eu la bonne inspiration. Le fameux facteur 1/2 n'apparaît que lorsqu'il y a mouvement. Il n'a donc pas lieu d'être lorsque la masse est au repos. Bien. Dans cette vidéo, nous allons nous amuser un peu et prendre le cas de quelqu'un qui tombe. Nous allons travailler sur la chute avec un cas concret afin de comprendre la théorie. Nous n'avons pas besoin d'atmosphère parce qu'il vaut mieux travailler sans force de frottement pour bien comprendre.
De plus, pour faciliter le calcul mental, nous travaillerons avec une gravitation arrondie à la valeur de 10 mètres par seconde au carré. Plaçons-nous à 10 000 mètres au-dessus du sol. À l'instant T0, lâchons un corps de masse 1 kg. Ce corps, à T0, tombe avec une vitesse initiale V0 nulle. Notre problème est de connaître quelle sera sa vitesse aux instants T1, 1 seconde, T2, 2 secondes, T3, T4. Et quelle distance le corps aura-t-il parcouru depuis son lâchage? La distance restant à parcourir jusqu'au sol sera facilement déductible. Nous avons donc une hauteur initiale de 10 000 mètres, h0. Une vitesse initiale v0 égale à 0 mètres par seconde. Une accélération, petit g, égale à 10 mètres par seconde au carré. Nous voyons que nous n'avons pas à nous soucier de la masse. Elle n'intervient pas dans le calcul. Car sans frottement, sans atmosphère, toutes les masses tombent avec la même accélération. Dans notre cas, 10 mètres par seconde au carré. La vitesse du corps qui chute est la fonction découverte par Galilée. La fonction v en fonction du temps est égale à gt. C'est-à-dire ici, 10 mètres par seconde au carré multiplié par le nombre de secondes. La distance parcourue vers le bas est la fonction également découverte par Galilée. La fonction d en fonction du temps est égale à g multiplié par t au carré, le tout sur 1/2. Soit ici 5 mètres par seconde au carré. Vous avez noté que le facteur 1/2 s'est exprimé, puisqu'il y a mouvement. Quant à la hauteur restante au sol, elle est donnée par la fonction h en fonction de t est égale à h0, c'est-à-dire 10 000, moins la fonction d en fonction du temps, c'est-à-dire 10 000 moins gt au carré sur 1/2. Voyons donc les résultats obtenus au travers d'un tableau synoptique. Dans la première colonne, on a les instants. Dans la deuxième colonne, on a la vitesse, c'est-à-dire l'accélération multipliée par le temps. Dans la troisième colonne, nous avons la distance parcourue depuis le lâchage, c'est-à-dire l'accélération multipliée par le temps au carré, le tout divisé par 2. Et dans la quatrième colonne, nous avons la hauteur du corps. À t0, sa vitesse est nulle. La distance parcourue est nulle. La hauteur est de 10 000 mètres. À t égale 1 seconde, la vitesse atteint 10 mètres par seconde. C'est la valeur de l'accélération. La distance parcourue est de 5 mètres, puisqu'il y a le facteur 1/2, et que le temps étant égal à 1, 1 seconde, son carré est égal à 1. À la deuxième seconde, la vitesse atteinte par le corps est de 20 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'elle a gagné encore une accélération. Mais la distance parcourue est cette fois de 20 mètres. Parce que nous avons l'accélération de 10 mètres par seconde au carré, d'accord? Mais le temps est égal à 2 secondes, et 2 exposant 2, ça fait 4. Donc, 10 multiplié par 4, ça fait 40. Mais comme il y a ce fameux facteur 1/2, ça fait 20 mètres. À la troisième seconde, la vitesse a encore gagné 10 mètres par rapport à la deuxième seconde. Donc elle passe à 30 mètres par seconde. Et la distance parcourue est égale à 10 fois 3 exposant 2, c'est-à-dire 90, divisé par 2, c'est-à-dire 45 mètres. À la troisième seconde, le corps est à 45 mètres de la hauteur où on l'a lâché. Je vous laisse calculer pour T4. Que constatons-nous?
que la vitesse augmente régulièrement de 10 mètres par seconde chaque seconde, que l'accélération de la vitesse est constante à chaque seconde, tandis que la distance parcourue augmente comme le carré du temps divisé par 2. Alors, à quel temps t le corps touche-t-il le sol? Et quelle est alors sa vitesse? C'est-à-dire qu'on cherche l'instant où la hauteur devient nulle. L'équation est donc 0 est égal à 10 000 moins 5t au carré, donc 5t au carré est égal à 10 000, donc t au carré est égal à 2000, donc t, le temps où le corps percute le sol, est la racine carrée de 2000, soit environ 44 secondes et 72 centièmes. Sa vitesse est alors v égale gt 10 fois 44,72, soit une vitesse d'arrivée au sol de 447,2 mètres par seconde. Plus vite que le mur du son. Newton était moins pragmatique et plutôt tatillon. Il obtient la même solution mais avec sa formule à lui. Quelle est sa formule? Newton nous dit que la vitesse carrée est égale à la vitesse carrée de la vitesse initiale, dans notre cas elle est nulle, plus 2 fois l'accélération multipliée par la hauteur. Dans l'équation de Newton, nous remarquons que le temps a disparu. Bon, comme nous avons choisi une vitesse initiale nulle, nous pouvons simplifier cette relation en éliminant le premier terme du second membre. Nous avons donc la relation suivante. Le carré de la vitesse est égal à 2 fois l'accélération multipliée par la hauteur. Il nous suffit d'affecter aux grandeurs les valeurs données. Donc, le carré de la vitesse est égal à 2 fois 10 multiplié par 10 000. Donc, V est égal à la racine carrée de 200 000, soit environ 447,2 mètres par seconde à l'impact. Newton obtient cette formule directement à partir de la cinématique de Galilée. Elle est particulièrement élégante car le temps disparaît complètement. La vitesse finale ne dépend que de la hauteur de chute et de l'accélération g. Galilée fut le premier à voir la géométrie du mouvement. La vitesse croît linéairement avec le temps. La distance croît comme le carré du temps. L'aire sous la courbe de la fonction v en fonction du temps donne la distance. Cette aire est un demi-polygone, d'où le fameux facteur 1/2. Nous avons vu cela précédemment. Puis Newton arrive avec une autre idée. Au lieu de regarder la distance, il regarde ce qui change à chaque instant. Il a déjà émis sa première loi, celle de l'inertie, le gardien du mouvement, qui est la capacité de la masse à résister aux variations du mouvement. Or, la masse ne varie pas lors des accélérations, des décélérations, des rotations. C'est la vitesse qui varie. Son génie a été de lier la masse à la vitesse. Et en multipliant ces deux grandeurs, il postule en l'existence d'une quantité de mouvement. Car il est évident que la masse, comme la vitesse, agissent pour leur part respective dans l'effet observable des variations du mouvement. La quantité de mouvement est donc le produit entre masse et vitesse. Par convention, nous la noterons petit p. Petit p est donc égal à m la masse multipliée par la vitesse. Ou, ce qui est mieux, en remplaçant v par la formule de Galilée. On obtient une formule plus solide. Petit p, la quantité de mouvement, est égale à m la masse multipliée par l'accélération multipliée par le temps. L'analyse dimensionnelle nous dit que nous avons là des
kg multiplié par une vitesse. Et c'est dans ce concept de quantité de mouvement que la masse d'un corps prend tout son sens. Lancé à la même vitesse, un corps de 2 kg aura 2 fois plus de quantité de mouvement qu'un corps de 1 kg. Mais si le corps de 2 kg file 2 fois moins vite, alors les quantités de mouvement seront égales. Vous pensez que, après votre marche au parc, vous étant assis sur un banc, vous êtes à l'arrêt? En fait, non. Immobile sur le plancher des vaches, nous continuons à tomber à environ 10 mètres par seconde. Ce qui nous fait croire que nous sommes immobiles, c'est ce plancher qui nous empêche de tomber plus bas. Reprenons notre tableau synoptique pour y ajouter la colonne de la variation de la quantité de mouvement. Qu'observons-nous? Eh bien, que la quantité de mouvement augmente exactement comme la vitesse. C'est normal, car dans notre cas, nous avons défini notre masse comme égale à 1 kg. Bien. Newton réfléchit. Où se cache la formulation de la variation de mouvement? Puis vient la bonne insertion locutrice. Où se cache la formulation de la variation de la quantité de mouvement? Oui, où se cache-t-elle? Les questions fusent dans sa tête. Avec ma chemise grise? Sûrement pas. Cette chemise est perdue à jamais. Avec Ulla? Dans un coin? Non plus. Ulla est manquante dans le coin. Pourtant, il y a bien une variation. À son époque, à part Leibniz sur le continent, peu de mathématiciens se penchent sur le problème de la variation. Mais Newton n'est pas un mathématicien, c'est un physicien. Et lui, il a l'avantage d'avoir un outil concret sur lequel soumettre sa réflexion. Alors, selon la filiation légendaire, ce serait au cours d'un bain que que la bougie s'alluma. Sinon, nous sommes en plein anachronisme. Les variations de P se font bien au cours du temps, au même titre que la masse et que la vitesse. Le temps intervient dans la formule. Il intervient. La masse, la vitesse et le temps. Le temps intervient donc 2 fois. Et soudain, Eureka! Sortons immédiatement du bain pour écrire et évitons au passage de glisser sur le savon. Newton, comme ses illustres prédécesseurs, nu et tout mouillé, s'éjecte du bain. En oublie sa serviette, évite le savon laissé au sol et se dirige vers son tableau noir pour écrire cette chose révolutionnaire que grand F, c'est comme ça qu'il a voulu nommer la chose, est égal au rapport entre la variation de la quantité de mouvement et la variation du temps. Grand F est égal à dp sur dt. C'est-à-dire que la force d'un événement est simplement la variation de P en fonction de T. L'analyse dimensionnelle lui donne raison. En effet, l'analyse dimensionnelle nous dit que la force est des kilos multipliés par une vitesse, le tout divisé par un temps. Donc, des kilogrammes multipliés par des mètres par seconde, le tout divisé par des secondes. Donc, des kilogrammes mètres par seconde au carré. Et c'est dans cette analyse dimensionnelle qu'apparaît clairement l'accélération, les mètres par seconde au carré. Il remplace donc les mètres par seconde au carré par l'accélération, petit a, et il écrit tout naturellement que la force F est égale à la masse multipliée par son accélération. F est égal à ma.
L'équation sans doute aussi importante que celle d'Einstein. Est-ce que je vous sers? Je vais prendre un Imhotep. 2. Dans notre cas d'étude, la quantité de mouvement petit p est égale à 1 kg multiplié par la vitesse. Grand F étant égal à dp sur dt est égal à 10 kg mètres par seconde au carré. Par convention, nous notons cette grandeur par la lettre N, en référence à l'artiste. La force gravitationnelle est donc constante. C'est une inversion complète du point de vue de Galilée. Galilée part de la géométrie de la chute et découvre l'accélération. Newton part d'une force constante et en déduit que la quantité de mouvement augmente uniformément. Cette transition méritait d'être racontée, car on présente souvent Newton comme celui qui a inventé la mécanique, alors qu'il a surtout changé la variable fondamentale. Pour Galilée, le héros, c'est la distance. Pour Newton, le héros devient la quantité de mouvement. Puis, Lagrange fera encore un changement de héros. Ce ne sera plus la quantité de mouvement, mais l'énergie. Voyons cela de plus près. Nous avons la fonction vitesse en fonction du temps. V de t est égal à l'accélération multipliée par t. Nous avons la quantité de mouvement en fonction du temps. P de t est égal à la masse multipliée par l'accélération et le temps. Et l'air sous la droite vaut intégrale de la quantité de mouvement en fonction de la variation du temps est égale à l'intégrale de la masse multipliée par l'accélération et le temps en fonction de la variation du temps, qui est donc égale à la masse multipliée par l'accélération multipliée par un temps au carré divisé par 2. Et l'on constate bien que la dérivée de cette intégrale est bien la masse multipliée par gt, c'est-à-dire la quantité de mouvement. Autrement dit, l'intégrale de la quantité de mouvement par rapport au temps n'est pas l'énergie, c'est la masse multipliée par le déplacement. En revanche, regardons ce qui se passe si on change de variable. Puisque la quantité de mouvement est égale à la masse multipliée par la vitesse, c'est-à-dire la masse multipliée par une accélération multipliée par un temps, traçons P en fonction non pas du temps, mais de la vitesse. On obtient toujours une droite, mais l'écriture est différente. Ici, on a l'intégrale de la quantité de mouvement par rapport à la variation de sa vitesse est égale à l'intégrale de la masse multipliée par la vitesse par rapport à la variation de la vitesse, qui est donc égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse, le tout sur 2. Et là apparaît immédiatement l'énergie cinétique. EC est égale à la masse par la vitesse au carré divisé par 2. Bien, pour information parfaite, sachez qu'il existe encore une troisième R encore plus célèbre. On peut voir F comme la variation de la quantité de mouvement par rapport à la variation du temps. Nous l'avons vu. F est égal à dp sur dt. Rajoutons
dans cette égalité, membre à membre, la variation de la position, soit dx. On peut alors écrire f multiplié par dx est égal à dp sur dt multiplié par dx. Donc, on constate que la force multipliée par la variation de la position est égale au rapport entre la variation de la quantité de mouvement et celle du temps multipliée par la variation de la position. Or, le rapport entre les variations de la position et du temps, dx sur dt, c'est exactement la vitesse. Le nombre de mètres gagnés ou perdus en une certaine durée est bien une vitesse. Donc, grand F multiplié par la variation de la position est égal à la vitesse multipliée par la variation de la quantité de mouvement. Et en intégrant, on obtient intégrale de F par rapport à la variation de la position est égale à intégrale de V par rapport à la variation de la quantité de mouvement. Mais, miracle, si la masse est constante, elle ne varie pas. Alors la variation de la quantité de mouvement est égale à la masse multipliée par la variation de la vitesse. Et donc, il revient à intégrer la masse multipliée par la vitesse multipliée par la variation de la vitesse. Et on obtient, tout naturellement, une masse multipliée par un carré de la vitesse divisé par 2, ce qui nous redonne l'énergie cinétique. Résumons. Galilée se demande comment un corps se déplace-t-il. Il introduit les notions de distance et de vitesse. L'air sous la droite, Vt, donne la distance. Newton, lui, se demande « Mais qu'est-ce qui fait changer le mouvement ?» Il introduit la notion de quantité de mouvement. L'air sous la droite, la quantité de mouvement en fonction du temps, donne une masse multipliée par une distance. Et Newton révèle que l'air sous la force F, en fonction de la position x, donne le travail. Lagrange, nous l'avons vu, se demande quelle trajectoire la nature choisit-elle? Il introduit la notion d'énergie. L'air sous P, V, donne l'énergie cinétique. Galilée, Newton, Lagrange, à chaque étape, la grandeur fondamentale est la dérivée de la précédente. Et la grandeur suivante apparaît comme une intégrale, une aire sous une courbe. Puis arrivent nos autres lascars. Hamilton se demande comment évoluent simultanément position et quantité de mouvement. Lui, il n'y va pas par 4 chemins. Il s'occupe de 2 grandeurs en même temps. Hamilton fait dialoguer position et quantité de mouvement dans un espace des phases. Avec emphase. Il introduira donc la notion d'espace des phases. Hamilton n'est pas pour autant révolutionnaire. Il obéit profondément à cette logique d'air. Mais il la déplace dans un autre espace, l'espace des phases, qu'il note petit q, petit p. Pour une particule en une seule dimension, petit q représente la position, petit p représente la quantité de mouvement. L'objet central devient l'intégrale de p, la quantité de mouvement, en fonction de la variation de la position. Géométriquement, c'est bien l'air sous la courbe PQ, dans le plan position-quantité de mouvement, mais attention, cet air n'est pas directement l'énergie. Ses dimensions sont celles d'une action. En effet, l'analyse dimensionnelle de P en fonction de la variation de la position donne
des kilogrammes multipliés par des mètres par seconde, une vitesse, multipliés par des mètres, c'est-à-dire des kilogrammes mètres carrés par seconde. Et là, nous avons des joules multipliés par des secondes. Ceci est une action et non pas une énergie. Les joules sont une énergie, mais si on les multiplie par des secondes, ça devient une action. Les dimensions d'une énergie sont des kilogrammes mètres carrés par seconde au carré, mais si nous multiplions cela par des secondes, nous obtenons des kilogrammes multipliés par des mètres carrés divisés par des secondes. Hamilton écrit l'action sous la forme grand S égale intégrale de la quantité de mouvement multipliée par la position moins grand H, le tout par rapport à la variation du temps. Mais comme la position par la variation du temps est égale à la dérivée de la position, cela devient grand S est égal à l'intégrale de la quantité de mouvement multipliée par la variation de la position moins l'intégrale de grand H multiplié par la variation du temps. Voilà le cœur géométrique du hamiltonien. Intégrale de la quantité de mouvement en fonction de la variation de la position décrit l'air dans l'espace des phases. Alors que l'intégrale de grand H en fonction de la variation du temps décrit l'énergie multipliée par le temps. Leur différence, la soustraction du premier par le deuxième, donne l'action S. Autrement dit, Hamilton fait dialoguer deux aires ayant toutes deux la dimension d'une action. Dans notre exemple de chute, la position en fonction du temps QT est égale à G multiplié par T au carré, le tout divisé par 2. La quantité de mouvement en fonction du temps, PT, est égale à la masse multipliée par l'accélération multipliée par le temps. On peut éliminer le temps puisque nous savons qu'une vitesse au carré est égale à 2 fois l'accélération multipliée par la position. Et puisque la quantité de mouvement est égale à la masse multipliée par la vitesse, nous avons P, la quantité de mouvement, en fonction de H, la position, est égale à la masse M multipliée par la racine carrée de 2 fois l'accélération multipliée par la position H. Voici la courbe vulgarisée de la fonction P de Q. En ordonnée se trouvent les valeurs de P de Q. Notez bien que les valeurs des abscisses position correspondent aux valeurs de la colonne distance parcourue de notre tableau. L'aire sous la droite entre une position égale à 0 et une position égale à h vaut intégrale de 0 à h de la quantité de mouvement en fonction des variations de la position. Cette aire est égale à la masse m multipliée par la racine carrée de 2 fois l'accélération, multipliée par l'intégrale de 0 à h de la racine carrée de la position, en fonction de la variation de q pointé. Q pointé n'est pas autre chose que les vitesses qui sont données dans la colonne 2 de notre tableau. Cette notation particulière de la vitesse est celle qu'utilisait Hamilton dans son espace des phases, au même titre qu'il notait l'accélération par un Q minuscule doublement pointé. Le théorème des valeurs limites
théorème fondamental de l'analyse, aussi appelé formule de Newton-Leibniz, nous permet d'obtenir la valeur de cet R. Cette valeur est 2/3 de la masse m multiplié par la racine carrée de 2 fois l'accélération multiplié par h exposant 3/2. Notre tableau est construit pour une masse égale à 1 kg, une accélération g égale à 10 mètres par seconde au carré. Et, sur notre courbe, les valeurs limites de la position sont 0 et 125. La racine carrée de 20, 2 fois l'accélération, est égale à 4,47 au centième près. h exposant 3/2 est égal à h, 125, multiplié par la racine carrée de h, c'est-à-dire 11,18 au centième près. Quand on intègre une racine carrée, on augmente l'exposant, 1/2, d'une unité, 1, et on obtient l'exposant 1 plus 1/2, c'est-à-dire 3/2. Alors, la dernière question. Pourquoi le facteur 2/3 apparaît-il en début de l'intégration? Chez Galilée, l'intégration d'une puissance 1 fait apparaître le facteur 1/2. Chez Hamilton, l'intégration d'une puissance 1/2 fait apparaître le facteur 2/3. Dans les deux cas, ce facteur est simplement celui qui annule l'exposant lorsqu'on dérive la primitive. Ceci n'est donc pas l'énergie finale, c'est encore une fois une action. Pour notre corps de 1 kg tombant de 10 000 mètres avec une accélération de 10 mètres par seconde au carré, la quantité de mouvement au sol est de 447,2 kg/mètre par seconde. L'air sous la courbe vaut intégrale de 0 à 10 000 de la quantité de mouvement en fonction de la variation de la position du corps qui chute est égal à 2,98 multiplié par 1 million de joules secondes. Notre fil directeur peut donc être formulé ainsi. L'air sous la vitesse en fonction du temps nous donne un déplacement. L'air sous la fonction force selon la position nous donne l'énergie, le travail. L'air sous la quantité de mouvement selon la vitesse nous donne l'énergie cinétique. L'air sous la quantité de mouvement selon la position nous donne l'action hamiltonienne réduite. Hamilton ne rompt donc pas du tout avec la logique de Galilée. Il la porte à un niveau supérieur. Galilée mesure une aire dans le plan temps-vitesse. Hamilton mesure une aire dans le plan position-quantité de mouvement. Et cette aire hamiltonienne deviendra capitale en mécanique quantique, puisque l'action intervient dans la phase exponentielle de I, le nombre imaginaire multiplié par S, l'action, le tout divisé par H bar, qui est la formulation emblématique de notre ami Richard. On pourrait presque dire que chez Feynman, la nature compare les aires hamiltoniennes de toutes les trajectoires possibles. Nous arrivons à un point intéressant. Toutes ces grandeurs, jusqu'à Hamilton du moins, sont représentées comme des aires, c'est-à-dire comme les intégrales de deux grandeurs mises en relation. Galilée met en relation la position x avec la vitesse en fonction du temps. L'aire dans le plan temps-vitesse porte un nom, la distance. Newton met en relation la force accumulée dans le temps et trouve la quantité de mouvement. L'aire dans le plan temps-force porte un nom, l'impulsion.
Lagrange met en relation la force accumulée dans l'espace et trouve l'énergie. L'air dans le plan X, la position, les forces en ordonnée, porte un nom, le travail. La variation de l'énergie dE est égale à la force multipliée par la variation de la position. Donc delta de E est l'intégrale de la force multipliée par la variation de la position. Ces dimensions sont des newtons multipliés par une distance, c'est-à-dire des joules. Nous avons vu que la vitesse accumulée selon la quantité de mouvement donne aussi l'énergie. Hamilton, quant à lui, met en relation la quantité de mouvement accumulée dans l'espace et trouve l'action. L'air est ici situé dans l'espace des phases. Ces dimensions sont le joule multiplié par des secondes. Nous obtenons donc la structure profonde suivante. Les variations de la position, ce sont des vitesses multipliées par des variations temporelles. La variation de la quantité de mouvement, ce sont des forces multipliées par des variations temporelles. Les variations de l'énergie, ce sont des forces multipliées par des variations de position. Ou bien, si l'on préfère, des vitesses multipliées par des variations de quantité de mouvement. Et les variations d'action, ce sont des quantités de mouvement multipliées par des variations de position dans le hamiltonien réduit. Mais si on ajoute le terme moins grand H des variations de temps, on obtient l'hamiltonien complet. Chaque fois, la physique associe deux grandeurs infinitésimales. Une vitesse par un temps nous donne une longueur. Une force par un temps nous donne une quantité de mouvement. Une force par une distance nous donne une énergie. Une quantité de mouvement par une distance nous donne une action. Et une énergie par un temps nous donne également une action. Galilée transforme une vitesse en distance par accumulation. Newton transforme une force en mouvement ou en énergie par accumulation. Hamilton transforme l'évolution entière du système en action par accumulation. Et Feynman conservera cette structure d'accumulation, mais avec un saut conceptuel extraordinaire. L'action ne servira plus seulement à choisir une trajectoire classique, elle déterminera la phase quantique attachée à chacune des trajectoires possibles, c'est-à-dire exponentielle de IS sur h bar. L'air, pour Feynman, n'est alors plus seulement une quantité géométrique, elle devient un angle de phase après division par h bar. Ainsi, depuis Galilée jusqu'à Feynman, la mécanique obtient ses grandeurs en intégrant l'infinitésimal. Peut-être est-ce là le langage le plus profond que la physique ait trouvé pour décrire la nature.